15, 15 octobre. Dans cette thématique globale du voyage au bout des mots, j'ai trouvé une idée, un thème que j'ai intitulé de la vérité dans les mots, ou plutôt l'invérité dans les mots. De la vérité ou de l'invérité dans les mots, sous forme de questionnement. En tout cas, c'est la... Donc tout à l'heure, je suis tombé sur un terme je... comme ça, qui s'intitule l'enchevêtrement. Alors il s'agissait d'un concept de l'enchevêtrement quantique. Je ne sais... comment dire, il y a même eu un qualificatif de plus, l'enchevêtrement quantique fragmenté. Alors évidemment, je ne veux pas rentrer dans la définition ou dans la vraie nature de ce terme. Ça ne m'intéresse pas, le quantisme ou les quantas, peu importe. C'est pas vraiment la chose qui me nourrit ou qui me stimule le plus. Simplement, il reste quelques moments dans la vie, il me reste quelques moments pendant lesquels je peux encore m'occuper de certaines choses avec un certain avec un certain degré, avec ce grain de persistance. C'est des choses que je pourrais plus ou moins achever, et notamment cette recherche sur la vérité. La vérité dans les mots, ou de l'invérité, simplement c'est la même chose. Alors c'est un concept janussien, simplement, voilà, donc on passe facilement de la vérité ou de l'invérité. La non-vérité n'est pas le mensonge, n'est pas la duperie, n'est pas l'erreur. C'est la chose, donc il y a la vérité, il y a l'invérité. Alors l'invérité, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas le simple opposé de la vérité, c'est autre chose. En même temps, normalement, ces deux catégories, si on crée deux catégories, ça veut dire qu'il y a un lien, une association, une identité quelque part. Ils doivent se retrouver. Même dans la contradiction et dans l'opposition, quelquefois l'ennemi le plus féroce, c'est l'ennemi intime. Et il y a des choses, l'ennemi intime, ça paraît un peu particulier, mais voilà, l'idée, c'est que, comme dans cette histoire dans laquelle nous faisons partie du règne vivant, du règne animal, et nous avons nous avons des ressemblances, nous avons des éléments que nous partageons avec tout le règne animal, même si quelquefois nous avons l'idée ou la prétention de nous en distinguer. Voilà, la vérité et la non-vérité, ou l'invérité, c'est... alors, par exemple, la matière et l'antimatière. Simplement, la matière, on en a quelquefois une expérience assez directe, assez récurrente. La matière, c'est la chose, la substance, la chose qui nous permet, j'ai besoin de quelque chose, j'utilise de la matière. Je ne peux pas marcher, je peux m'appuyer, je vais m'appuyer sur un bout de bois. C'est une matière. cette matière va, je sais, je connais ses caractéristiques.
Le bois, je connais un peu sa réalité physique, même si je ne suis pas un physicien. Je sais qu'il va résister jusqu'à un certain point, que le bois a une durée de vie assez longue. Je sais que je peux compter sur lui jusqu'à un certain point, parce que j'aurais déjà fait l'expérience, etc. par ailleurs. Donc j'en ai une idée basée sur un empirisme, sur une expérience préexistante. Voilà, donc je peux... Voilà la matière. La matière, c'est la chose qui nous compose, mais en même temps, la chose dont nous avons besoin dans nos différents contextes quotidiens. La chose, donc, par rapport à l'invérité, l'antimatière, il est possible. Voilà, c'est un concept. Alors, évidemment, je ne sais pas quelle est la réalité de ce concept, de cette partie. Donc, la matière ne peut, l'antimatière va avoir une correspondance avec la matière, mais en même temps, elle va, euh, elle va en différer. Alors, comme on pourrait dire à ce moment-là, le semblable, cette idée, le semblable, mais, mais radicalement semblable et en même temps radicalement différent. Dans cette semblabilité, dans cette identité, dans cette, là aussi, euh, soit sur le plan, quelquefois sur le plan, souvent sur le plan symbolique ou sur le plan mental, nous avons comme ça, nous partageons des choses avec les autres et en même temps nous en différons de façon assez radicale. Extérieurement, je ressemble à l'autre, fondamentalement, je fais partie de la même famille, mais en même temps, un certain nombre d'éléments font que je sois radicalement son contraire. Alors l'antimatière ou l'invérité serait le contraire de la vérité. Alors, jusqu'à quel point c'est contraire? On pourrait penser à la vérité. La vérité, c'est l'invérité, c'est quelque chose qui on pourrait tracer un cercle. Alors à ce moment-là, il y aurait la moitié du cercle qui, qui correspondrait à la vérité et l'autre moitié. Et à un moment donné, il pourrait y avoir une sorte de migration. Une partie de la non-vérité devient l'invérité, devient la vérité. Une partie de la vérité devient invérité. Ainsi de suite, les choses ne sont jamais installées par définition ou par une sorte comme ça de conscience. Ou même dire ces mots-là pour se laisser parce que l'hypothèse est là. Utiliser une hypothèse qui est tout à fait évidente. L'idée est que... Bon, j'ai oublié ce que je voulais dire. En tout cas, par rapport à cette histoire, la vérité ou l'invérité dans les mots, donc ne l'enchevêtrement. Simplement quand quelqu'un utilise un concept. Alors j'ai posé la question, est-ce que le concept préexiste un peu à la chose qu'il va désigner, ou est-ce que la chose préexiste? Est-ce que l'état d'enchevêtrement quantique préexiste à l'invention du concept? Ou est-ce que le concept, c'est le concept qui va finalement de façon arbitraire extraire une partie du réel? Il a dénommé ainsi. Comme quelqu'un qui irait quelque part, il verrait une assemblée de gens, puis il dirait, toi tu es mon ami. Simplement, de façon arbitraire. Ben, je vois, tu corresponds à l'idée que je me fais d'une personne voilà, d'une personne aimable. Voilà, j'ai eu cette... dès que je t'ai vu, ben, j'ai compris que tu me correspondais. Voilà, donc la vérité peut être là aussi, la réalité, peut-être une sorte de quelque chose qui peut supporter quand on la fragmente, quand on la partage en morceaux. Un coup c'est la réalité quantique, donc enchevêtrée, peut-être
la réalité quantique désenchevêtrée, la réalité quantique totalement, je ne sais pas, quantique relative, quantique indéterminée. On peut comme ça créer des concepts, moi j'y arrive pas, mais on peut créer des concepts à l'infini. Et peut-être chaque concept va correspondre à quelque chose. Alors, donc cette relation un peu bizarre entre la réalité d'une chose et l'idée qu'on s'en fait et l'usage qu'on va lui attribuer. Voilà, donc la réalité est dans les mots, ou la vérité ou l'invérité est dans les mots, c'est donc le chevêtrement, l'imbrication, l'interpénétration, l'imbrication, l'interpénétration, l'entremêlement, euh, une sorte d'élément organique, un peu qui l'organicité. Bon, j'ai pas trouvé plus de mots. Tout à l'heure, j'en avais un peu plus de synonymes. En tout cas, l'enchevêtrement. La mélange, le mélange, en fait c'est un peu plus que le mélange, c'est les choses qui arrivent à un état où un peu, ils sont un peu reliés de façon qui ne peut pas être déreliée. Ils sont reliés de façon, de façon impossible à défaire, indéfaisable. L'enchevêtrement des choses fait que des éléments peut-être qui normalement ne devaient pas se retrouver dans une sorte de voisinage, une sorte de rapport très, très proche, se retrouvent projetés ou obligés de former quelque chose de par leur enchevêtrement. Qu'est-ce qui cause l'enchevêtrement des choses? Est-ce un accident? Est-ce une sorte d'évolution? Est-ce des forces qui finissent parce qu'ils sont dans une sorte d'opposition, dans une sorte d'attraction, sorte de jeu d'attraction, et finalement ça les conduit, comme par exemple on parle d'éléments qui seraient équivalents, mais il est possible que l'attraction elle puisse soit pas de la même force des deux côtés, et qu'en fait dans l'enchevêtrement il y a un élément qui va peut-être perdre la totalité de ça, va subir le résultat va être dans l'enchevêtrement de façon totale, et que par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, une planète qui est en fait plus massive qu'une autre attire une autre, donc on peut parler d'enchevêtrement, on peut parler d'interpénétration, mais par exemple la grande planète va continuer de conserver des parties intègres d'elle-même, et l'autre planète, par exemple la petite, elle va être totalement absorbée. Alors, est-ce qu'on peut parler d'enchevêtrement? Je ne sais pas. L'enchevêtrement, c'est finalement la chose, les 10 lignes qui s'enchevêtrent, des forces qui s'enchevêtrent, alors des ondes qui s'enchevêtrent, et quoi d'autre? Alors, j'ai pas trouvé beaucoup de synonymes, mais il doit y en avoir. Alors, l'enchevêtrement, c'est vrai, c'est marrant, ce che dans cet enchevêtrement,
Ça fait penser, je sais pas, ça te fait penser à cheminée, cheville, chaleur, je sais pas, le che est particulier dans ce concept. Pourquoi c'est comme ça et pas autrement? Voilà, pour parler de la vérité, pour s'éloigner un peu du concept de l'enchevêtrement, pour parler de la vérité, de l'invérité qui est dans les mots, les mots ont une histoire. Cette histoire est longue et quelquefois assez tortueuse. Un état des lieux d'une langue, à un moment donné, correspond à une sorte d'état stationnaire, mais pas permanent. La langue utilisée va continuer de se transformer. Et peut-être aujourd'hui, on arrive à suivre la transformation, à arriver au moment un peu où la divergence est apparue. Voilà, on va dire, cette expression était utilisée par ça. Ce mot est né, est une dérivation d'un autre mot. Voici le premier mot, mais après, on s'arrête. On s'arrête par exemple au latin. Mais qui est-ce qui a préexisté au latin? Donc on ne peut pas, ou au grec par exemple. Et à ce moment-là, il est possible, bien entendu, c'est logique, qu'il y ait autre chose qui a préexisté, qui a donné naissance. Il y a bien entendu le grec ancien et le grec contemporain, mais il peut y avoir le grec très ancien, un grec archaïque, largement très ancien, au-delà de l'archaïque, mais on ne le connaît pas. Juste, si je me rappelle bien, il y a l'alphabet B qui n'a pas été déchiffré jusqu'à maintenant. Peut-être qu'il a été depuis, mais en tout cas, voilà quelque chose qui est comme ça. Alors évidemment, la vérité est une vérité de surface, c'est une fausse vérité, une vérité de convenance. Ça me convient d'avoir une définition de ce mot et de l'avoir maintenant. Je ne veux pas me soucier de l'usage précédent ni de l'usage futur qu'on pourra faire de cette catégorie sémantique que j'utilise et qui pour l'instant répond à mes besoins. C'est pas, je cherche pas plus. Je cherche à pouvoir me faire comprendre ou peut-être des autres ou peut-être de moi-même. Il y a peut-être un sentiment, une sensation que j'éprouve et j'ai besoin de la déterminer par des mots. Voilà, les mots permettent de sortir de l'indétermination psychique ou l'indétermination émotionnelle ou de l'indétermination, je ne sais pas, toutes sortes d'indétermination. Voilà ce que les mots permettent. Mais seulement, comme cet oiseau qu'on veut avoir dans un jardin zoologique, mais cet oiseau, on est obligé de lui enlever la possibilité de s'envoler. On lui lime un peu les ongles. Donc on l'a, mais sinon il pourrait s'échapper. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Ah, j'ai oublié. Ah, zut. Ah, c'était intéressant comme image, ce qu'elle pouvait laisser voir. Alors, c'était lié à quoi? Un mot pour pouvoir le domestiquer, pour pouvoir l'avoir sous la main, il faudrait, oui, la traduction d'état, l'indétermination. En tout cas, il y a un problème, donc je vais pas m'acharner, ça va pas me servir. Donc finalement, il y a des états. Voilà ce que fait un peu le cerveau, le mental. Voilà les défaillances en direct. C'est clair que je suis sur la pente descendante. Et quelque part, il y a donc de ce rapport au mot. Donc par rapport à l'utilité, un usage utilitaire des mots, et c'est vrai que par rapport
quelquefois nous avons besoin, il y a quelque chose que nous déterminons par des mots, mais comme une sorte de compromis. Voilà, nous faisons un compromis avec les mots. Si nous devions totalement chercher à vraiment comprendre, vraiment traduire. Voilà, j'ai enlevé des boules qui est, et donc j'ai accès à ma voix, donc de façon normale, habituelle. Donc peut-être ça va me permettre de mieux me concentrer, de ne pas perdre mes mots et mes développements, même si je sais que je suis toujours dans cette situation où finalement je n'arrive pas à rester concentré sur quelque chose, je passe d'une chose à une autre. Et ce n'est pas le problème, c'est le propre de ce développement, c'est une sorte de promenade ou une sorte le mot excursion. Il n'est pas possible. Il y a comme quelque part on est attiré comme des papillons, on est attiré par des lumières, on passe d'une lumière à une autre, moi je passe d'un mot à un autre, d'une idée ou d'une formule à une autre, un peu incapable mais finalement si je compare avec les papillons finissent mal, hein, donc quelque part ils se brûlent les ailes, donc je sais que je vais finir mal, hein, quelque part, pas avec ou sans les mots, simplement la fin est quelque part pas aussi, je sais pas. En tout cas, avant de finir, avant de perdre l'usage des mots, j'essaie d'exister par tous les moyens, de rester présent dans les mots. Alors je reviens je vais essayer de me concentrer, je reviens sur l'enchevêtrement. Voilà la magie d'un mot qui arrive comme ça, par mégarde, par accident. Il y a un mot, si on doit compter le nombre de mots qu'on a, on serait totalement abasourdi par le nombre et finalement par la quantité. En dehors des oublis d'ordre naturel ou les oublis dus à l'âge, c'est un problème qu'on peut avoir avec sa mémoire à long terme par exemple ou à court terme aussi. Donc en dehors de cela, il y a des mots qu'on a et qu'on ne perd jamais. On ne perd jamais. Le mot enchevêtrement, je ne l'ai jamais perdu. Seulement, je n'en faisais pas usage. Il est sorti. Alors, évidemment, les gens qui ont écrit, c'est un film que j'ai regardé, qui ont parlé de cet enchevêtrement, je ne sais pas où ils l'ont trouvé. Sens des physiciens ou sens des fictionneurs qui s'inspirent un peu des travaux de physiciens, j'en sais rien, le mot enchevêtrement. C'est vrai, pourquoi pas? Pourquoi le monde de la physique devrait-il se limiter à quelques mots, à quelques concepts? Il a autant droit qu'un autre à utiliser la totalité la disponible des mots. Pourquoi pas? Mot enchevêtrement, voilà. L'enchevêtrement, c'est la chose qui est dans un état qui n'est pas un état qui la rend presque inopérante, inutilisable. L'enchevêtrement fait que pour pouvoir récupérer l'usage de la chose, il faut désenchevêtrer. Et donc, on peut parler de deux navires enchevêtrés. À ce moment-là, dans l'opération, il y a quand même, ça ne se passe pas comme ça. Des lignes, il y a une sorte de la mécanique des forces, il y a la rencontre entre deux forces et ça transforme l'objet enchevêtré.
il y a une sorte de transformation, non pas de la structure interne des choses, mais au moins sur le plan, sur un plan de leur réalité. La chose qui était carrée peut très bien se retrouver euh, totalement sous forme d'angle, peut acquérir des angles, acquérir des saillances, alors qu'en fait, elle était plutôt, voilà, il n'était pas auparavant. Donc l'enchevêtrement, on peut, des lignes enchevêtrées, on peut le faire de façon volontaire pour créer un motif, pour créer un signe. Voilà, mais on peut, mais je ne sais pas, j'imagine, euh, moi qui voyais des femmes en train de tisser quelque chose, il y a là la personne qui va, qui prend le fil, qui s'en va, puis qui le ramène. Alors cette opération, je sais pas, en tout cas c'était assez intéressant. Et puis quand j'étais petit, je voyais aussi des petits-enfants, à mon âge, qui étaient en train d'enchevêtrer des lignes pour le tailleur. Justement, ils passaient les lignes, ils les entremêlaient. Et donc ça, c'est ça le travail. Le travail de tisseur ou du tissage, c'est d'enchevêtrer. Et après, donc, c'est un chevêtrement maîtrisé, et non pas accidentel, ou non pas incontrôlé. C'est comme ça que l'opération doit se passer. Alors évidemment, depuis on est passé des mains des enfants, on est passé à des machines qui enchevêtrent les choses avec plus de rapidité, et qui donc épargnent les enfants, et qui parlent aussi, et qui fait des économies en même temps pour le tailleur. Donc finalement, voilà l'idée de l'enchevêtrement. C'est pas toujours... on peut vivre sans jamais utiliser ce terme. On peut ne l'utiliser qu'une fois tous les 10 ans, tous les 15 ans, comme ça, puis le laisser de côté, l'oublier, le cas échéant, si le besoin s'en fait, le dépoussiérer, puis le remettre en marche. Voilà donc le mot enchevêtrement. Et c'est un mot peut-être que j'ai rencontré il y a plus de 40 ans. C'est ça l'intérêt. Je ne peux pas dater le moment où nous nous sommes rencontrés. Pourquoi cette relation perdure avec ces mots, avec ce mot-là? Pourquoi? Je ne sais rien. Alors, tandis qu'avec d'autres mots, on s'est séparés. On s'est perdu de vue, on s'est perdu tout court. Et donc, je ne peux plus faire appel à eux. Voilà. Et ce mot-là, il ne se perd pas. C'est le mystère des mots. Et voilà donc la vérité est que quelque part n'est pas évidemment une science exacte, mais surtout est une chose qu'il faut mouler, remouler, former, reformer à chaque fois. C'est donc l'intérêt des mots, malgré donc le côté quantitatif, les mots, malgré tout, à un moment donné, on a l'impression qu'on en a à disposition qu'un nombre réduit. Mais voilà, donc on peut poser la question, un être humain qui utilise une langue, cette langue est composée, par exemple, je ne sais pas, de 10 000 ou 20 000 ou 30 000 mots, allons, jusqu'à 1 million, non, 100 000 mots, il pourra utiliser pendant très longtemps, il va utiliser 2 000, 10 000, dire 5%, 10%, peut monter jusqu'à 15, 20, mais il n'utilisera jamais. Il n'ira jamais jusqu'à 40, 50, etc. Alors qu'est-ce que je voulais dire par là? Et quelquefois, donc, comme à un moment on a parlé des capacités du cerveau humain, on a dit on n'utilise que 10%. Alors,
C'était quelque chose qui correspondait à un discours qu'on voulait, à une théorie qu'on voulait faire avaliser. Et donc, finalement, est-ce que j'ai utilisé le bon verbe? Je n'en sais rien. J'ai des doutes. Donc, finalement, la chose n'est pas aussi facile, pas aussi comme ça. Euh, c'est pas 10%, c'est peut-être la totalité. C'est peut-être. Ça dépend. Ça dépend. On peut utiliser, le- par exemple, le- ce qui est consacré au mot. Bah, finalement, c'est pas qu'on n'utilise pas, c'est qu'on voudrait bien utiliser la totalité de cette région. Mais quelquefois, elle se détériore avec le temps. Donc c'est pas qu'on ne puisse pas l'utiliser, c'est elle finit par se dégrader, là aussi. Euh, mais imaginons qu'avant les temps, avant le moment où la dégradation commence à faire son effet, euh, et que finalement, peut-être il y a une certaine euh, une capacité, une certaine limite. Même si, quelquefois, ce qui est intéressant dans le domaine des mots, là, c'est ce que je voulais dire, c'est que moi, je peux me sentir un peu cerné par mes mots, un peu emprisonné dans mes mots. Mais un autre à côté de moi, il va, il va me surprendre. Voilà la capacité de l'autre à me surprendre parce qu'il va faire appel à un mot que moi, j'ai cru totalement, que j'ai délaissé, que j'ai oublié, auquel je ne prêtais aucune attention. Et pourtant, lui, il va utiliser un mot. Et puis, peut-être plus, beaucoup de mots. Et puis, un autre va utiliser une série de mots. Bon, un mot, bien entendu, là, je ne parle pas de mots qui correspondent à un contexte et à une spécialisation, etc. Moi, je parle des mots communs qui parlent de la réalité, qui parlent toujours de la réalité, de la vérité ou de l'invérité, peu importe. Simplement, quand on veut un peu interroger cette assertion comme ça, la vérité est dans les mots, à ce moment-là, il faut en avoir les moyens, il faut en avoir la capacité corporelle. C'est ça le problème. Quand on commence un propos oral comme ça, quelquefois notre corps ne suit pas. Ne suit pas sur tous les plans, sur le plan mental, sur le plan physique, et on est un peu dans la difficulté. Mais c'est comme ça. On ne maîtrise pas, on ne décide pas, on n'oblige pas le corps à vraiment répondre à nous demande, à nous désirata. Comme ça, le corps, on ne peut pas lui imposer, le mental lui aussi, il peut d'ailleurs peut avoir, c'est le mental qui veut quelque chose, développer ça. Et le mental, il peut être un peu dans la contradiction. Il souhaite quelque chose, en même temps, il n'accorde pas les moyens pour y parvenir. C'est un peu la contradiction du mental. Et puis le mental peut nous faire croire qu'on a les moyens de faire une chose, et puis et dans les faits, il s'est un peu joué de nous. Ou alors il ne nous donne pas les outils nécessaires, les éléments nécessaires pour parvenir à ce résultat. La mémoire qui défaille, voilà une chose. La concentration, l'état de conscience, l'état de perception, l'aiguïcité, le fait de pouvoir élever son degré comment dire, de perception des choses, comment on peut se saisir des choses. La vitesse avec laquelle il faut énoncer les choses, la vitesse avec laquelle il faut mettre les choses ensemble et une certaine
posséder la capacité de toujours être percutant. Percutant, fort, déterminé, sûr de soi. Et ce n'est pas toujours possible. Donc, pour revenir sur ce terme, sur cette idée de la vérité ou de l'invérité dans les mots, voilà, donc mes mots me limitent et les mots de tous, malgré leur profusion, nous limitent. Bien entendu, on arrive dans un marché, on arrive sur un marché, chacun va composer un peu son menu. Quelqu'un va acheter des poivrons et l'autre va penser, pas du tout penser aux poivrons. Il pourrait passer à côté des poivrons sans les remarquer. Sans parler des poivrons qui peuvent être verts, jaunes, rouges. Donc déjà, quelqu'un peut être intéressé par les poivrons, mais pas par les jaunes. Les jaunes, il ne goûtera pas. Mais les rouges, c'est bon. Après, donc, le marché, il peut sembler assez fourni. Mais le marché est limité. Chez chaque vendeur, on peut retrouver un peu la même chose. Bon, c'est limité par la saison, c'est limité par d'autres critères. Et voilà, quand on veut, malgré la provision des mots, on ne peut pas aller au-delà de ce qu'offre, de ce que sont les mots. Les mots, c'est un étalage limité, varié, c'est sûr, mais limité. Donc finalement, l'identité commune ou l'expression correspondante va se rencontrer partout. Partout, les gens, nous allons finir par penser de la même façon, par nous exprimer de la même façon, par mettre ensemble les mêmes mots. Parce que c'est même quand nous faisons un peu une sorte de quand nous prenons soin à sélectionner les mots, malgré cela la correspondance va exister. Donc n'oublions pas donc la vérité dans les mots, dans le sens où les mots vérité ou pas, puisque le mot est quelque chose qui n'est pas stable dans le temps. Donc finalement, son sens peut varier. Alors à ce moment-là, est-ce que la vérité qu'il énonce, la vérité qu'il nomme, qu'il détermine, elle aussi, on doit penser qu'elle a non pas avancé, mais qu'elle s'est déplacée. Voilà le déplacement. Donc la vérité est fonction des mots, est fonction du temps. Le temps fait quelque chose aux mots. Ne laisse pas les mots dans leur état initial à chaque fois et crée un passé et un avenir des mots. Voilà, donc finalement, je commence à sortir du propos. Je n'arrive pas à aller plus loin. Comment faire quand cette prise de parole et quelquefois elle correspond non pas à l'enchevêtrement d'idées, à l'enchevêtrement de choses dans la tête. Ce qui se passe dans la tête, c'est souvent des choses qui sont là, je ne peux pas les décrire, parce que c'est une description qui arrive après coup. Donc, après coup, c'est déjà plus, c'est déjà, je vais refabriquer. Donc, c'est des faux souvenirs. Donc, c'est une fausse traduction, une fausse conscience même. Mais en tout cas, faisant dans le faux, quelque part, les idées, elles s'installent dans un registre. Ce registre,
il a plusieurs sous-registres. Alors, bien entendu, on peut être dans une ambiance émotionnelle, dans un bain un peu mémoriel, et il y a l'état le bilan un peu, il y a l'état de la comptabilité que nous faisons de nos actes, mais il y a aussi un bilan un peu global, mais toujours un peu un bilan qui n'est pas complet. Si on décide qu'on est dans une situation difficile, les éléments qui vont illustrer, qu'on va utiliser pour illustrer ça, c'est les éléments qui vont aller dans ce sens. On ne va pas chercher à se contredire. Voilà la chose. On essaie de rester en cohérence avec son état émotionnel. Simplement, il peut y avoir une sorte d'état qui se prolonge un peu trop et qui se répète, où on a besoin, souvent on n'a pas de solution à proposer pour sortir de la situation dans laquelle nous sommes plongés. Donc on attend, on espère être diverti, d'être distrait. Voilà, distrait par autre chose. Alors distraction, stimulation, on cherche à être stimulé par autre chose. C'est cela, quand nous avons la possibilité de parler, d'interagir, nous pouvons revenir sur les choses qui nous avaient préoccupés ou occupés quelque temps avant. Mais ce sera qu'une partie de l'interaction. Ce ne sera pas toute l'interaction. Donc on pourra à ce moment-là faire des sortes de... je ne sais pas, je suis quelque part et je vais ici, là, je reste pas au même endroit. On pourra faire des stations dans plusieurs lieux. Le passé, l'avenir, le présent très, très, très présent, l'avenir très, très lointain, peu importe, pourra faire. Il y a tout, dans un échange, il y a pluralité de temporalité, il y a pluralité de domaines, il y a tout. Il y a des hypothèses en tous sens, il y a tout. Il y a un moment de sentiment d'équilibre, et puis il peut y avoir des sentiments un peu de dépossession, il peut y avoir de tout. Et quand on ne peut pas échanger, il y a cette solution qui s'appelle parler devant un écran, et à ce moment-là, avoir pour témoin juste un radio-réveil, une sorte de minuterie, enfin, un minuteur, une sorte qui tourne en rond finalement lui aussi. Il est dans une sorte il ne peut pas échapper, il ne peut pas faire preuve comment dire, il est, comment dire, il n'y a pas plus finalement figé que ça, même si ça change, c'est figé dans une sorte de boucle, comme une boucle temporelle, voilà, comme une boucle, je ne sais pas de quelle nature ça pourrait être, mais c'est une boucle. Il ne peut pas faire, disons, arrêter cela et dire aujourd'hui, à la place des chiffres, je vais faire apparaître des lettres ou je vais faire apparaître autre chose, des visages. Il est prédéterminé jusqu'à la fin des temps. Voilà, il va jusqu'à ce qu'il soit touché par une déficience quelconque. Voilà. Donc, il y a une sorte d'emprisonnement dans les mots, malgré le fait que
la tentative de diversifier les approches et les portes d'entrée, ben ça reste toujours un peu la même chose, c'est la même voie, elle peut varier là aussi, mais c'est un peu les mêmes, surtout les mêmes difficultés et un peu les mêmes horizons, les mêmes automatismes quelque part, ou les mêmes façons de faire, mal faire, façon de mal faire. Ça pourrait être sous forme à ce moment-là, il faudra oublier le temps. Si on veut vraiment être dans une sorte de, euh, de contrôle absolu, une sorte de performité intéressante, il faudrait oublier l'élément temps. Donc chronologie absente. Donc, il faut, par exemple, je prends un mot, bah, par exemple, comme quand je suis quelque part, je prends mon temps. Avant d'acheter, je prends mon temps de regarder. Voilà, je veux tester le mot avant de me l'approprier, avant de l'utiliser. D'abord, je regarde, je lis, je prends note du mot d'emploi, etc., des précautions, et voilà, précautions d'usage, et tous les conseils et tous les détails qu'il peut y avoir. Donc un mot, je prends mon temps. Ça peut ne pas plaire en marchant, ça peut ne pas plaire à la personne qui est avec moi, mais je prends mon temps. Donc s'il faut que je me taise pour mieux me concentrer, bah je me tais. À un moment, à vouloir, c'est ça le problème, à vouloir occuper l'espace. L'espace, ne pas laisser l'espace, ne pas faire en sorte qu'il y ait des espaces blancs, vides. Oui, notons d'ailleurs que le blanc est la couleur du vide. Donc, et, euh, donc je suis obligé de faire un peu dans le trop, dans l'à peu près. Pas faire dans l'à peu près, j'allais dire, de premier plan. Faire dans l'à peu près un peu plus réfléchi. Ça sera toujours de l'à peu près. Il n'y a pas d'illusion là-dessus. Euh, on sait qu'avec les mots, on n'ira pas au-delà de ce qui est déjà un peu pressenti. Il ne peut pas y avoir de libération, il ne peut pas y avoir d'accès à autre chose que ce qui existe de façon très, très effective ou pas. Mais ça existe. Même les choses qui ne sont pas très effectives ont un degré d'existence. Et donc, à ce moment-là, je suis... donc, je remplis un espace numérique comme je remplis un espace sonore. À un moment donné, je fais une sorte de euh, variation dans le moment, au lieu de rester dans une sorte d'insonorisation, je sonorise mon espace et évidemment, et je joue avec les ondes. C'est vrai que le mot enchevêtrement, ça crée une série d'ondes qui sont différentes. Voilà la différence entre les mots, c'est interpénétration, c'est pas les mêmes ondes. Il peut y avoir des ondes un peu plus, comment dire, il y a des ondes plus longues, des ondes plus courtes. À ce moment-là, donc des ondes avec une amplification plus forte et toutes sortes, toute série d'ondes. Et c'est cela. C'est ces ondes où quelquefois qu'est-ce que j'ai le terme qui m'avait pensé, oui, par exemple, euh, c'était quelque chose par rapport à un nom qu'on prononçait et qu'en fait ce nom suppose que la voyelle
soit un petit peu comme tenu. Euh, et j'ai oublié ce que c'était comme terme, et ça correspondait mieux. Euh, voilà, c'était sultan, sultan, et le sultan. Et finalement, quand on prononce le mot sultan par rapport à sultan, tan, donc possible, le A qu'on prolonge permet, parce que c'est fait pour sultan, tan, et c'est pas comme le sultan, tan, comme ça qui est rapidement exécuté. Voilà la différence donc le temps pendant lequel on tient une voyelle et quelquefois et dans d'autres contextes linguistiques on ne la tient pas. Si la voyelle elle est comme elle joue son rôle, elle est là, mais elle n'est pas amplifiée, elle n'est pas on lui accorde pas on lui réserve pas un traitement spécial. Et là, et le mot sultan a tendance à un peu à enlever un peu le caractère, j'allais dire péremptoire, le caractère fort, le caractère justement sultan qui est sultan, c'est quelque chose qui est extrait du mot pouvoir, le pouvoir. Seulement peut continuer plus, mais je m'arrête là. Sultan, c'est-à-dire pouvoir, celui qui a le pouvoir. Et d'ailleurs, même dans le mot pouvoir, il y a ce P là qui percute. Et sultan, il y a ce mot-là, qui peut être utilisé comme une sorte de consonne, un peu le mot qui fige. Son, son, ta, ta. Il y a le mot ta aussi, il y a une puissance dans le mot ta, même si on ta, ne. Sultan. Alors que le mot sultan, il est comme dévitalisé. Il ne reflète pas du tout le caractère dangereux et le caractère éminemment puissant de la fonction. Sultan, ça devient comme un émir. Un émir. Mais c'est un amir. I, A. Amir. Non pas émir, mais amir. Non pas I, mais A. Une voyelle là qui est plus à l'extérieur que le mot émir qui est plus vers le bas et vers et vers un peu qui se perd un peu dans la terre. Alors que le mot amir, c'est plus une voyelle envoyée vers le ciel, vers l'espace. Voilà donc déjà on est dans la phonétique. Alors à ce moment-là, s'il faut d'abord passer par la phonétique, on n'est pas sorti on n'est pas sorti de l'affaire. En tout cas, voilà donc énormément de choses à dire, qu'on peut dire de mille façons, en tentant à chaque fois d'avancer. Il s'agit d'avancer, puisque la vérité ou l'invérité, peu importe, est quelque chose à laquelle on ne parvient pas comme ça. C'est pas quelque chose qui peut nous être transmise. C'est quelque chose qu'il faut découvrir par soi-même. Il faut prendre le temps. Il faut vraiment labourer. Vraiment, c'est une terre dure et qu'il faut travailler longtemps avant de pouvoir en espérer quelque chose. Donc c'est en fonction de la persévérance, du degré de persévérance, que quelque part on peut attendre, on pourra
un jour espérer voir l'émergence de quelque chose. Alors, ce propos, je l'ai maltraité. Je m'en excuse. Si quelqu'un veut le reprendre et lui réserver un meilleur traitement, qu'il le fasse. Après, c'est toujours l'inconnu dans ces idées-là. Euh, Quelquefois, c'est ce que moi je peux attendre, c'est uniquement rompre avec le silence. Simplement faire en sorte que l'instant de maintenant ne ressemble pas à l'instant d'avant. Que qu'il ait une identité propre, qu'il ait une singularité, qu'il constitue un événement. Alors, bien sûr, ce sont des événements de peu d'importance. Même pour moi, je ne considère pas qu'ils soient des événements transformateurs, des éléments euh, accomplisseurs. Ça n'accomplit rien de bien précis, mais ça participe. Ça participe d'une sorte de tâche continue. Voilà, élément après élément. Je n'essaie pas de bâtir la tour de Babel. Je ne cherche pas à monter au ciel. Simplement mettre en place une demeure solide, une demeure qui puisse m'accueillir, la demeure dans laquelle je vais pouvoir me retrouver avec mes mots et dans laquelle je vais pouvoir passer le restant de mes jours à jouer avec mes mots, comment dire, à titiller les vérités ou les invérités, peu importe, à me, à me délecter, à me réjouir, vraiment. Après tout, j'attends rien, je ne peux rien faire. Après tout, simplement, quelquefois on veut laisser une sorte de vestige ou une sorte de un petit élément qui pourra éveiller l'intérêt d'un curieux ou d'une curieuse simplement, quelqu'un qui passerait par là et qui dirait mais c'est quoi ces choses-là, c'est quoi l'histoire derrière tout ça, c'est qui parle, c'est qui est là ou qui a été là.